La France est dans un état catastrophique. Je l'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne. La France est actuellement dans un état financier absolument catastrophique. Alors, on avait bien Bruno Le Maire, le gouvernement Attal, Emmanuel Macron qui disaient que non, que ça allait mieux, qu'ils avaient fait ce qu'il fallait pour réduire le déficit. Et puis, on s'est aperçu que Bruno Le Maire nous avait pas forcément tout dit, n'avait pas forcément dit toute la vérité. Et d'ailleurs, il est même accusé actuellement par la commission des finances de l'Assemblée nationale d'avoir caché la réalité de la dette en prévision des Et il élections. Donc, continue, et il et il continue. continue. Et on a donc une dette qui est en train vraiment d'augmenter, d'exploser. Et le gros travail que va avoir le nouveau gouvernement, le gouvernement qui vient d'arriver, ça va être eh bien, de réduire ce déficit, de réduire la dette française pour que ce soit tout simplement acceptable, puisqu'on est actuellement observé par absolument mais alors tous les organismes internationaux, que ça aille de la Commission européenne qui nous a mis sous surveillance, mais également le FMI et la Banque mondiale. Tout le monde a les yeux rivés sur la France parce que la réputation de la France, c'est quand même de faire n'importe quoi. Et comme toujours, dans ces cas-là, ce que je vous dis, c'est que les sous-sous, ils vont venir les chercher dans votre popoche. C'est-à-dire que tout cela se terminera nécessairement par des nouveaux impôts. Et donc, pour en parler, j'ai invité, vous l'avez entendu, Philippe Béchade. Et alors, bonjour, Philippe Béchade. Alors, Bonjour. pour ceux qui pour ceux qui ne le connaissent pas, donc Philippe Béchade est économiste et il est rédacteur en chef aux publications Agora et de la lettre des affranchis. Et publication Agora qui sponsorise cette vidéo. Et vous trouverez d'ailleurs dans la description de cette vidéo un lien pour aller vers la dernière publication des éditions Agora, c'est-à-dire faillite de la France, comment faire face à la taxeflation. Alors, avec Philippe Béchade, on va parler de ce concept de taxeflation, nos solutions pour se protéger. Parce que, comme tout ça va finir par des impôts, naturellement, il faut réussir à s'en protéger. Puisque là, c'est probablement votre épargne, probablement votre capital et très certainement vos revenus qui vont être visés. Alors évidemment, cliquez sur le lien qui est dans la description. C'est gratuit, hein, c'est totalement gratuit. Vous pourrez comme ça voir les trucs et astuces que vous ont trouvé les publications Agora pour pouvoir réussir à limiter la casse autant que possible. On n'y échappera jamais totalement, mais ça limitera peut-être la casse. Alors, bonjour donc Philippe, on va pouvoir démarrer avec, avec ce qu'on a appris cette semaine, c'est-à-dire le cadeau d'adieu de Bruno Le Maire, qui maintenant est parti travailler en Suisse. Le cadeau d'adieu mais il nous garantit qu'il reste habité à Paris. Hein. Il va travailler en Suisse, mais il nous garantit que lui restera habité à Paris en allant travailler en Suisse. Je ne sais pas comment. Le cadeau de départ, donc, c'est un déficit à 5,6% au lieu des 5,1 qui nous promettaient le mois dernier. Alors, est-ce que c'est important, Philippe, et à quoi ça nous conduit ce genre de petite erreur de calcul? Voilà, c'est une petite erreur de calcul. Alors, comme d'habitude, la réalité est ambivalente. Est-ce que 5,10 ou 5,6, c'est vraiment inquiétant quand aux États-Unis, cette année, ils vont aller sur 8,1, 8,2 de déficit. Les Américains, 5,6, ils voteraient des deux mains pour retomber sur ce genre de ratio. Bon, ils n'ont pas de problème. Pour l'instant, ils ont le dollar, la planche à billets. Nous, si on veut regarder les choses d'une façon, on va dire, froide et lucide, c'est pas aux États-Unis qu'on peut se comparer, puisque la France n'a pas sa planche à billets. Elle est à Francfort. C'est pas nous qui avons les manettes. C'est Christine. Et on se compare, aux autres pays européens, pas aux États-Unis. Et les autres pays européens, c'est l'Espagne qui est revenue en dessous de 3%, c'est l'Allemagne qui est à peine à 3%. Et donc, on est les plus mauvais élèves de la classe. On est même derrière les Italiens. Et
voilà ce que les créanciers vont regarder. C'est qu'on est les derniers de la classe européenne et on ne compare pas la classe européenne à la classe américaine, même si aux États-Unis, les chiffres sont beaucoup plus horrifiques. Voilà. Oui, et puis on ne compare pas parce qu'on n'a pas on n'a pas le privilège du dollar, et puis on n'a pas la même croissance non plus. C'est-à-dire que nous, ce qui est merveilleux, c'est qu'avec 5,6% de déficit, on arrive à faire moins d'1% de croissance. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de déficit public, on serait en récession, mais extrêmement forte. Donc, c'est affolant. C'est affolant, oui, affolant d'être là. Une quantité d'argent considérable, qu'on qualifiera de pognon de dingue, est consacrée, par exemple, à rémunérer des cabinets de conseil qui font depuis maintenant 7 ans le travail de nos énarques. On a déjà claqué 30 milliards pour l'Ukraine. On n'a pas trace de cet argent, on ne sait pas ce qu'il est devenu, mais en tout cas, on sait que ça part. Ça part en Ukraine, et puis, je ne sais pas, peut-être que si un jour vous débarquez dans un casino à Chypre, vous verrez que c'est un casino Zelensky. Enfin, quelque part, on a quand même l'impression que notre argent nous échappe et que c'est pas important quand c'est pour les amis ou les alliés, alors que nous, on va doubler certainement le contrôle des chômeurs, des arrêts de travail, parce que alors ça évidemment, ce sont des dépenses intolérables qu'on doit absolument réduire, alors que c'est epsilon la réalité. Alors bon, les arrêts de travail, ça coûte des milliards, et quand on regarde qui pratique à grande échelle les arrêts de travail, ce sont les fonctionnaires, c'est pas le privé. Voilà. Et qu'est-ce qui constitue l'essentiel du déficit du régime des retraites? Pas les caisses privées qui sont, à ma connaissance, toutes excédentaires. Les caisses d'indemnisation chômage privées sont excédentaires. Mais quand on regarde le public, alors là, caisse de retraite déficitaire, chômage déficitaire. Dès que l'État a la gestion de quelque chose, ça devient déficitaire. Alors, je suis d'accord, par exemple, que l'hôpital n'a pas vocation à faire des bénéfices, que les transports sont un service public, donc faut renouveler le matériel. On peut imaginer également que ça fasse pas d'argent, mais quand on voit que les caisses de retraite sont déficitaires à ce point-là, on se dit, mais il y a quand même des gens qui bénéficient de sacrés avantages au détriment des autres. Parce que le déficit des caisses de retraite du secteur public, c'est le contribuable qui le finance. Voilà. Alors, dans ce contribuable, vous retrouvez bien sûr le fonctionnaire qui est imposé. Donc, je dirais que le fonctionnaire s'auto-finance une partie de sa retraite. Mais en réalité, comme il se paye lui-même, c'est comme s'il payait rien. Donc, c'est bien le secteur privé qui soutient à bout de bras tout ce qui est déficitaire et qui relève du secteur public. Voilà la réalité de l'équation. On a énormément de gens qui sont payés par le contribuable et qui ne produisent pas de richesse. Et la fraction qui crée de la richesse est de plus en plus réduite. Et comme on n'a pas de croissance, et tu l'as très bien souligné, et pas de productivité, c'est une équation quasiment insoluble. Donc, ce qu'on est en train de commencer à nous dire, c'est qu'on va falloir qu'on réduise le volet dépenses, parce qu'on va pas inventer la croissance, on va pas la décréter comme ça, et surtout pas d'un coup de planche à billets. Sauf si, bien sûr, Monsieur Draghi arrive à se faire entendre des Allemands et qu'on met sur pied un plan de relance de 800 milliards d'euros par an à l'horizon 2030. Donc, 5 x 8, 40, 4 000 milliards d'argent imprimé. Je connais déjà la réponse des Allemands, c'est 9! Oui, bien. Mais en même temps, heureusement qu'on a les Allemands pour nous retenir de temps en temps, parce que
Encore une fois, hein, que je le dis pour ceux qui se rendent pas compte, mais avoir un déficit de 5,6% et une croissance de 1%, ça veut dire que l'État est obligé de dépenser 5 euros pour gagner 1 euro. C'est nul. Imaginez-vous dans votre vie, si vous deviez dépenser 5 euros pour gagner 1 euro, votre entreprise, elle ferait faillite immédiatement. Voilà, Et donc, ou c'est si vraiment vous ça êtes, l'idée. si vous êtes ce petit propriétaire Thénardier qui a 5 petits studios, tu vois, ça c'est terrible, hein, ça c'est l'ennemi juré de Macron, hein, celui qui fait des investissements immobiliers pour financer sa retraite. Bah, je vais voir mon banquier en disant voilà, je vais acheter 5 appartements et avec 5 appartements, je vais réussir à en financer un. Je pense que je connais sa réponse. Si les 5 Non, mais... si les 5 sont auto-financés, j'obtiens immédiatement le crédit. Si j'explique que sur les 5, il y en a qu'un qui va m'apporter quelque chose ou qui va s'autofinancer, c'est mort. Bah oui, voilà, et après, peu importe le nombre de milliards qu'on imprime, c'est-à-dire vous pouvez imprimer 4 trilliards d'euros comme le pense Mario Draghi. Si ces 4 trilliards d'euros vous rapportent que moins d'1 trilliard, bah, grosso modo, vous avez juste créé une inflation absolument délirante. Ça n'a pas de réalité. Je rebondis immédiatement sur ce que tu viens de dire. L'inflation. Et oui, parce que dans les 800 milliards, certes, on va essayer de retrouver une stature, un poids face aux États-Unis dans le domaine de l'intelligence artificielle. Oui, mais l'Europe étant ce qu'elle est et avec sa vocation de servir d'exemple à la planète entière, l'Europe, selon Monsieur Draghi, doit continuer de se décarboner. Nous devons faire une croissance responsable. Autrement dit, une bonne partie de ces 800 milliards va être consacrée à décarboner et à pousser encore plus les énergies vertes, ce qui signifie que notre facture énergétique à l'horizon 2030, si on va sur cette voie-là, va continuer d'augmenter. Autrement dit, l'énergie étant plus chère, nous allons encore perdre en compétitivité face à des Chinois qu'on n'a rien à cirer de nos caprices d'écologistes évaporés. Les Américains, ils vont une nouvelle fois, comme dirait Trump, drill, extraire du pétrole de schiste, et nous, on va faire tourner des éoliennes les jours où il n'y a pas de vent, et couvrir de panneaux photovoltaïques les jours où il n'y a pas de soleil, et surtout, on sait à quel point un panneau photovoltaïque est écologique, puisqu'on rase des forêts pour mettre des panneaux au sol. Donc tout ça est complètement dément. C'est-à-dire que M. Draghi nous promet que pour augmenter notre productivité, on va s'imposer une énergie plus chère qui va nous rendre encore beaucoup moins compétitifs. Voilà, mais c'est un dogme. C'est délirant. On ne peut rien. C'est un dogme, c'est un totem, c'est une icône. On ne peut évidemment pas y toucher, et ces gens-là ne changeront pas de logiciel. Donc, ils nous expliquent ce qu'ils vont faire, nous envoyer droit dans le mur. Et puis, M. Draghi nous explique quand même qu'il faut aussi qu'on muscle notre industrie de la défense. Donc, dans les 800 milliards, il y aura aussi quelque chose, une poche, pour aider nos industries d'armement à se moderniser ou augmenter leur capacité de production, pour aider l'Ukraine. Voilà. Parce que là aussi, c'est ce qui apparaît en filigrane. Donc, je ne sais pas si le contribuable européen, on l'a vraiment consulté pour savoir s'il veut se saigner aux 4 veines pour poursuivre la guerre en Ukraine. Oui, non, enfin bon, c'est un peu délirant. Mais on va revenir sur la France. Donc, le concept développé par les publications Agora et par toi, c'est donc, je remets l'image, c'est la taxeflation. Est-ce que Philippe Béchade, du coup, je sais plus si on se tutoie, on va se tutoyer. Tutoie-moi. On n'est pas à la télé. Donc, est-ce que qu'est-ce que tu entends par, enfin vous, parce que du coup, l'ensemble des publications Agora, qu'est-ce que vous entendez par concept de taxeflation? Alors, c'est quelque chose qui va marcher sur ses deux jambes. Là, j'en suis absolument convaincu. Donc, d'une part, augmentation de la fiscalité, notamment sur l'immobilier,
ce qu'on ne peut évidemment pas délocaliser, donc ça veut dire des taxes foncières alourdies, ça veut dire des taxes d'enlèvement d'ordures qui vont là aussi exploser. On a compris, et Monsieur Macron s'est permis de le dire, donc je peux le répéter sans passer pour un complotiste, les dépenses des collectivités locales ont explosé. Ben oui, parce que leurs dotations ont baissé. Et elles ont baissé pourquoi? Parce que Monsieur le maire avoue, à sa grande surprise, que les rentrées fiscales n'ont pas été à la hauteur. Comment pouvait-on prévoir qu'avec une croissance moindre, ou en tout cas très éloignée de celle qui était prévue dans le projet de finances 2024, comment pouvait-on prévoir qu'avec un point de croissance en moins par rapport aux prévisions, il n'allait pas manquer 10 ou 20 milliards de TVA? Comment aurait-on pu prévoir? Donc, on comprend que les collectivités locales vont devoir faire des économies ou augmenter leurs ressources. Bon, bah là, la taxe foncière, c'est fait pour vous, amis propriétaires. Deuxième voie, à la sournoise, mais je l'aime bien parce qu'elle est vraiment, c'est à pousser des cris de rage. Le coût de l'électricité va continuer de progresser. On nous fait croire qu'aujourd'hui, on paye l'électricité beaucoup moins cher que ce que l'on devrait la payer. Actuellement, on serait à 24 le kilowatt et il faudrait qu'on paye 32. Je rappelle qu'il y a 4 ans, avant le délire de la tarification européenne, on payait le kilowatt autour de 12-13. Donc 12-13, 24, ça a doublé. Et 24-32, c'est encore 33% de plus. Et si effectivement l'électricité augmente encore, eh bien la TVA qui est associée va rapporter beaucoup plus. 20% d'un kilowatt à 24, on va dire que ça rapporte 24 milliards. Et 20% sur 32, bah, ça va rapporter plutôt dans les 6,4 milliards. Donc plus le prix de l'électricité va augmenter, plus les recettes de TVA vont augmenter. Sauf que ce prix de l'électricité est totalement ubuesque, artificiel, ne correspond à rien. J'essaie de trouver une image. Vous voyez, c'est comme si on vous disait, voilà, le croque-monsieur, là, aujourd'hui, il sort à 4,50. Bon, si on vous met un œuf dessus, c'est 6,50, ça devient un croque-madame. Voilà, on vous a mis quelques éoliennes et quelques petits coups de pâte d'eau solaire sur votre croque-monsieur. Et donc, voilà, il est à 6,50. Et du jour au lendemain, on vous dit, ben non, c'est plus 6,50, c'est 24 € le croque-monsieur. Alors vous, bien sûr, vous allez dire, bah du coup, je pense que je vais changer mon régime. Au lieu de prendre des croque-monsieur, je vais revenir au jambon beurre, etc. Bah, sauf que là, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de le prendre à 24 €, le putain de croque-monsieur, avec son tarif complètement aberrant. Alors, on vous explique après. Oui, mais vous savez pourquoi maintenant on est à 24? Bah parce que le prix du croque-monsieur est indexé sur le prix de la truffe. Mais il n'y a pas de truffe dans mon croque-monsieur. Ah bah ça, monsieur, c'est pas mon problème, c'est l'Europe. Hein. Moi, je sais pas. En tout cas, l'Europe nous dit que maintenant, c'est indexé sur la truffe, alors bah on fait avec. Hein. Je vous jure, on en est là. Et on nous dit que ça va continuer, que le prix de la truffe va augmenter. Hein. On va passer de 24 à 32. Voilà. Donc là, voilà aussi comment le contribuable français, au travers de l'électricité, sauf celui qui va vouloir ne marcher qu'à la bougie, voilà, ça va être l'augmentation des tarifs publics. Ça, c'est une. Ce qui est merveilleux, je profite pour rebondir sur l'électricité, mais nous raconter que l'on va devenir un pays de producteurs et qu'on va réindustrialiser un pays en augmentant le prix de l'énergie, je veux dire, c'est beau comme l'antique en fait d'aller raconter des choses comme ça. On peut pas réindustrialiser un pays en augmentant les prix de l'énergie. Moi, je vous invite tous à regarder ce qui est en train d'arriver à Duralex, ce qui arrive aux différentes usines, y compris en Allemagne. Ça ferme à qui mieux, ils ferment les uns après les autres, tout simplement. Et tous le disent, on a un prix de l'énergie trop cher. Donc, c'est pas photo. Et si vous croyez que ces grandes industrielles sont des menteurs, allez voir votre boulanger. Et votre boulanger, lui, il va vous en parler du prix de l'énergie. Parce que lui, il le voit clairement. On va parler du croque-monsieur à 4,50. Donc voilà, on peut pas réindustrialiser. Il met jamais de truffe dans son croque-monsieur. Mais pourtant, il va falloir le payer 24, mon...
Madame Michu. Et vous verrez que en fait, tout ça va conduire à encore moins d'activité, une industrie qui va encore plus mal se comporter, et une activité économique qui va diminuer parce que ou du moins qui va accélérer beaucoup plus lentement. Mais c'est pas possible autrement quand vous avez une énergie aussi chère. Donc en fait, on est dirigé par des gens qui soit n'ont rien compris à l'économie, soit ont décidé de nous mettre dans le mur parce qu'ils s'en foutent. Mais c'est une véritable catastrophe. Je propose une autre hypothèse. Ces gens sont corrompus et touchent éventuellement de l'argent par un canal ou un autre, du lobby des éoliennes, du lobby des panneaux solaires, de tout ce que vous voulez. Ces décisions sont tellement incohérentes d'un point de vue économique, sont tellement ruineuses, que qui peut prendre ce genre de décision si derrière il n'y a pas une carotte? J'en parlais l'autre jour, j'ai fait une vidéo sur la voiture électrique et on était vraiment là. C'est-à-dire que la voiture électrique, maintenant, vous avez tous les grands patrons, y compris le patron de Renault. Le patron de Renault, pardon, a fait une interview cette semaine, la semaine dernière, où il annonce à partir du 1er janvier 2025, donc demain matin, l'industrie automobile va soit payer 15 milliards de taxes supplémentaires à l'Europe, soit renoncer à la fabrication de 2 500 000 voitures thermiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés par l'Europe à construire 4 voitures thermiques pour une voiture électrique. Et s'ils n'arrivent pas à vendre leur satanée voiture électrique, on leur interdit de vendre 4 voitures thermiques. Et résultat, soit ils vont payer 15 milliards d'euros d'amende, ce qui, face aux concurrents chinois, enfin les concurrents chinois et tout, ils sont ravis. Vous surtaxez votre propre pays. Merci messieurs, c'est trop beau. Soit ils vont devoir renoncer à fabriquer des voitures que les gens veulent. Et là aussi, je disais, pourquoi je dis ça? Parce que là aussi, je disais, mais soit on est dirigé par des crétins absolus, soit des idéologues absolus, soit des gens corrompus, parce que je ne vois pas quelqu'un qui a la tête sur les épaules ne dit pas « je vais flinguer mon industrie automobile alors que c'est mon premier créateur d'emplois en Europe, je ne vais pas flinguer mon industrie automobile ». Tout ça pour rien. Il y a un moment, soit on est fou, soit on est totalement nul, soit on est totalement voué au culte de l'écologie, soit on est corrompu. Enfin, il y a un moment, je voyais pas d'autre solution. Enfin, ce qu'il y a, c'est que le culte de l'écologie, il repose sur ce postulat. Si on fait pas quelque chose, on va tous mourir. On en revient toujours à ce levier de la peur. Si on fait rien, on va tous mourir. Al Gore disait en 2005, si on fait rien en 2010, l'Arctique sera libre de glace toute l'année. Ce n'est jamais arrivé. Je crois que c'est le même qui disait en 95, dans 15 ou 20 ans, les Seychelles seront sous l'eau, mais une bonne partie de Londres, de New York, de Miami, etc. Je rappelle que depuis 20 ans, non seulement les Seychelles ne sont pas sous l'eau, mais qu'ils ont construit 4 aéroports supplémentaires et que des tas d'investisseurs ont construit au ras de la plage des resorts de grand luxe, comme si l'eau n'allait pas monter de 5 mètres. Et tout ça, en plus de ça, assuré par des compagnies qui, théoriquement, ne devraient pas accorder $1 de garantie à des gens qui construisent à un endroit qui va disparaître sous les eaux dans les 5 ans qui viennent. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut continuer de tenir ce discours et les guignols qui vous racontent la montée des eaux, les températures qui vont prendre 4 degrés d'ici la fin du 21e siècle, alors qu'on sait que le Soleil arrive au bout de son cycle de 11 ans d'activité maximum et que ça va commencer à décliner à partir de 25-26, et que donc théoriquement, moins d'énergie solaire sur la Terre égale un peu moins de chaleur. On peut raconter n'importe quoi et ces gens sont continuellement interviewés à la télé.
circulent dans des jets privés ou en première classe avant de gagner leur suite et de descendre dans le hall pour faire leur conférence et raconter la nouvelle fable qui va bien sûr être reprise ensuite par tous les eurocrates, tous les écolocrates, pour nous imposer des tas de mesures débiles. Alors comme tu parlais de taxes, je rebondis à nouveau là-dessus, puisqu'effectivement, tu as raison. On taxe, ça augmente le prix de vente final. Et là, Monsieur Draghi nous dit, dans le cadre de son plan de relance, qu'on va pas se contenter de taxer 25% des produits importés, ce qui est le cas actuellement. Seulement 25% des produits importés supportent une taxe carbone. Alors, où on est écologiste, où on ne l'est pas, mais on ne l'est pas à moitié ou au quart. Donc, il faut, d'ici 2030, étendre la taxe carbone à tous les produits. Voilà, on fait les choses ou on les fait pas, mais on les fait pas à moitié. Je peux vous dire que si on met de la taxe carbone sur tous les produits importés, je vous raconte pas le niveau de l'inflation. Donc, on reste là dans, effectivement, la taxeflation. Oui, c'est ça. Taxer plus le carbone qui rentre, c'est de la taxeflation. Et maintenant, si tu me permets, j'enchaîne sur l'autre volet, qui est que pour aller chercher de nouvelles recettes en France, spécifiquement, parce que la taxe carbone, ça sera les taxes européennes de l'Europe. Là, on va revenir en France. Et là, le consensus qui se dessine, parce que les Français ont quand même voté 3 fois contre Macron, le gouvernement des riches. Et donc, le consensus qui se dégage, et on comprend que M. Barnier ne rejette pas de façon définitive l'idée que la flat tax sur les revenus mobiliers, peut-être qu'on pourrait à nouveau l'aligner sur les revenus. Ce qui veut dire que pour ceux qui, le chef d'entreprise, toi petit chef d'entreprise qui nous écoute, si tu te rémunères un petit peu sous forme de dividende, eh ben tes revenus vont être taxés non plus à 30, mais à 65 ou 70% en fonction de ta tranche marginale d'imposition. Donc voilà, autre piste. Pour l'instant, c'est pas encore tranché, mais on ne peut pas ne pas l'évoquer. Comme les revenus de valeur mobilière, ça concerne, allez, on va dire les 5% de Français les plus riches, eh ben, ceux-là, les riches peuvent payer. Hein, ça devrait être notre quatrième. Vous voyez, on a liberté, égalité, fraternité. Les riches peuvent payer. Voilà, ça devrait être ça peut de notre devise nationale. Donc voilà ce qui nous pend au nez. Et voilà un petit peu dans le dossier qu'on propose à ceux qui voudront bien le télécharger, des solutions pour éventuellement essayer de réduire leur potentiel impôt sur les plus-values qui risque d'augmenter fortement en 2025. Et alors là, je vais vous dire un truc qui va vous hérisser. Le problème de la taxation sur les plus-values, c'est que si la loi de finances 2025 le propose, les plus-values seraient taxées plus fortement de façon rétroactive. Ah oui. Quant à l'impôt sur la fortune, comme on sait, c'est un impôt sur des bénéfices non réalisés, sur des bénéfices latents. Voilà. Moi, j'ai du mal, effectivement, avec la taxation de bénéfices latents. Mais finalement, Kamala Harris propose la même chose aux États-Unis. Donc, j'ai l'impression que de façon universelle, si M. Barnier a envie de justifier, de déplafonner, plutôt de retirer le plancher des 30%, et il pourra toujours dire, regardez, les États-Unis sont les premiers à augmenter l'impôt sur les plus-values boursières, et en plus, ils taxent même des profits non réalisés. Voilà. Oui, parce que imposer les profits non réalisés, c'est-à-dire que la personne n'a pas encore vendu, si vous voulez, il a acheté des actions, par exemple, il les a pas encore revendues, mais on décide je suis chef d'entreprise et j'ai 51% parce que je garde le contrôle. La valeur de mon entreprise augmente, on va me taxer sur la valeur de mon entreprise. Market, fiscalement, voilà. Fiscalement, on prend du mark to market et je vais payer un impôt. Et si l'année prochaine, à ce coup, on découvrait, je sais pas quoi, l'entreprise que ça figure, ça arrive.
une pétouille dans les comptes et que mon cours baisse de 50%, j'aurais été taxé chaque année de 2-3% sur une plus-value non réalisée, puis d'un seul coup, mon patrimoine perd la moitié. Mais là, par contre, je récupère pas l'argent que j'ai versé sur des plus-values que j'ai pas réalisées. Oui, c'est ça. Mais c'est d'une crétinerie, que ce soit Kamala Harris, mais elle a pas le niveau. Mais enfin, elle a le niveau pour proposer des choses comme ça. Ou en France, elle a le niveau pour partir d'un grand éclat de rire à la fin de chaque phrase. C'est un peu ça. Mais du coup, enfin, c'est totalement contre-productif et même limite dangereux pour l'économie. Donc voilà, c'est des choses complètement folles. Parce que ça va nécessiter... C'est fou, mais tu es d'accord avec moi que c'est en train de faire consensus. Oui, bah oui, parce qu'ils veulent tous de l'argent, en fait. Ils veulent tous prendre Ils ont taxé tout ce qui était imaginable en taxation. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre. Maintenant, ils vont aller chercher... Donc, votre impôt sur le revenu, ils vont avoir du mal à l'augmenter. Ils vont essayer un peu, mais ils vont avoir du mal à augmenter votre impôt sur le revenu parce qu'on est déjà élevé. Ils vont avoir du mal à vous prendre plus de charges sociales parce que déjà, la moitié de ce que vous gagnez part en charge sociale si on prend salarial plus patronal. Donc, ils savent pas où les récupérer le fric. Le fric, il faut bien le prendre dans vos poches et pour ça, eh bien, ils vont nécessairement aller attaquer votre épargne. Alors, malheureusement, ils l'ont déjà taxé un petit peu l'épargne, donc il faut trouver des endroits où c'est pas encore taxé l'épargne et donc ils vont aller chercher, avoir une créativité de dingue pour réussir à trouver des trucs où ils peuvent réussir à vous piquer encore un petit peu d'argent, voilà, ici, à droite, à gauche. Et donc, ils vont faire ce genre de folie. Je pense qu'ils savent, enfin, à Bercy, il y a quand même des gens qui savent compter. OK, le ministre des Finances, généralement, est complètement incompétent là-dedans, mais il y a quand même des gens qui savent compter et qui savent bien que ça a un effet extrêmement négatif. Mais il n'y a plus que là où on peut... C'est pas pour rien que Barnier a repris monsieur Jérôme Fournel, ex-directeur de cabinet de Gérard Darmanin, à l'époque où le PSG négociait une bidouille fiscale pour pouvoir embaucher Neymar sans que ça coûte trop cher d'impôts. Ce monsieur Fournel, je pense, connaît l'état exact des écuries d'Augias de nos finances, et ça va être tellement dégueulasse, comme on le disait au tout début d'émission, que les lettres plafond, ou ce qu'on appelle les lettres de cadrage, n'ont toujours pas été délivrées auprès des rapporteurs des finances de l'Assemblée nationale, notamment Monsieur de Courson. Oui. Mais oui. Donc, elles ont disparu. Les écuries d'Augias, la porte reste fermée. Oui. Alors, mais ça va être. On sent que ça va puer. Hein. On sent que ça va puer. Oui, même porte fermée, on sent que ça va puer. Et j'attends qu'on les ouvre. C'est très très mauvais et voilà. Et à mon avis, les retraités, on va leur piquer de l'argent sur l'inflation en désindexant un petit peu leur retraite et puis après on va repartir sur une nouvelle méthode qui sera une nouvelle réforme des retraites. Alors, si vous avez cru à la retraite à 60 ans, vous qui nous regardez, juste en passant, hein, actuellement en Italie, on est en train de parler de la retraite à 70 ans et en Allemagne, on est en train de parler de la retraite à 71 ans. Donc, je peux vous dire que la retraite à 60 ans en France, vous pouvez toujours l'attendre. Et vous allez vous taper une réforme. Et si vous voulez, la retraite, c'est ce qui coûte le plus cher dans le budget général de l'État. C'est 15% du PIB. Et donc, vous pouvez être certain de deux choses. Un, désinflation des retraites, désindexation des retraites, ou du moins moindre indexation des retraites en janvier. Et une réforme des retraites dans 1 ou 2 ans, peut-être juste après les élections. On va peut-être laisser passer les élections. Si nos créanciers, si BlackRock veut bien, on laissera passer les élections. Et juste derrière... Mais qui est ce BlackRock? Tu parles du gars, là, avec son costume sur mesure, qui s'appelle Larry Fink, et qui est pris en photo régulièrement à l'Élysée aux côtés de Monsieur Macron, c'est ça? Bah oui, c'est lui qui nous prête l'argent en même temps, hein, donc on est bien obligé de lui cirer les chaussures. C'est bien lui alors, c'est bien. C'est bien lui. Et donc s'il nous laisse un peu respirer, ça sera après les élections. Mais après les élections, vous aurez une nouvelle réforme des retraites et on vous annoncera que finalement ce n'est pas 64, c'est 65 voire 66 ans. Et on vous citera l'Allemagne qui sera à ce moment-là dans des discussions sur 71 et l'Italie qui sera passée à 70 et vous devrez
mangez tout ça, ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien, puisqu'on n'ose pas vous peux dire me permettre que quand c'est le même système qui est vicieux. une petite précision? Comme Vas-y. mes pérégrinations me mènent parfois dans ces pays voisins où on a l'air de vivre différemment la fiscalité et la dépense publique, euh, le comble de l'horreur, à ton sens, on l'a déjà atteint au Danemark, où on peut effectivement bosser jusqu'à 70, 71. La Norvège aussi, je crois. Je suis pas allé en Ah Norvège, bah donc voilà. je vais pas. Non. Voilà. Non, par contre, pour l'Italie et pour l'Allemagne que je connais un petit peu, bon, il s'agit d'une retraite à 68, 69, 70 avec du temps aménagé. C'est-à-dire que ceux qui ont envie de poursuivre une activité à mi-temps ou 3 jours sur 5, ou avec un statut de mentor ou de tuteur pour un apprenti. Donc l'apprenti travaille aux côtés d'un confirmé, d'un senior, euh, d'un maître dans son art, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose qui fonctionne depuis l'Antiquité et qui fonctionne très bien. Donc moi, je suis pas du tout hostile par principe à bosser jusqu'à 70 ou 71 si je suis en état physique de le faire. Si c'est avec des horaires relativement allégés et qui permet d'aller vers l'excellence. Il est sûr qu'un apprenti coaché, il va beaucoup mieux bosser aux côtés d'un senior confirmé que si on lui met un N+1, N+2 qui lui dit « moi je te fixe des objectifs et je surveille tout ce que tu fais avec mon tableur Excel ». Donc, Non mais ça veut dire qu'en fait, c'est pas seulement allonger le temps de retraite, en fait, c'est refondre complètement le concept de retraite. C'est ce qu'ils ont fait au Danemark, c'est ce qu'ils ont fait en Norvège. Alors, le Norvège, c'est une connaissance purement intellectuelle que j'en ai. Au Danemark, je me suis un peu plus penché sur la question. Donc, il faudrait refondre surtout la façon dont on prend sa retraite. Donc, quand on a eu des métiers pénibles, qu'on la prenne à 62, je peux comprendre. On est usé, mais il y a beaucoup de professions où on peut peut-être effectivement aller plus loin sans que ça soit une obligation et sans que ça soit un âge légal. Il faut qu'on puisse travailler jusqu'à 71 et pas vous êtes obligé de travailler jusqu'à 71. Et ce n'est évidemment pas le cas ni en Allemagne, ni au Danemark et ni même en Italie. Sinon, je pense qu'effectivement, dans ces pays-là, là, il y aurait des manifestations absolument colossales. Mais nous, en France, on reste, bien sûr, c'est le pays du dogme, la France. C'est le pays, comme je le disais, des totems et des icônes. Donc, retraite à 60 ans, c'est une icône, c'est quelque chose d'idéologique. On n'en sortira pas. Alors que le gars qui prend sa retraite, ou la fille qui prend sa retraite à 60 ans, pourrait très très bien dire, ouais, je fais valoir mes droits, mais je reste quand même dans l'entreprise pendant encore 2-3 ans, de façon à pouvoir former les 2-3 apprentis qu'on vient d'embaucher. Je vais veiller sur eux, je vais les aider, pendant que les gens qui sont confirmés, eux, vont produire à plein régime. Moi, je fais du tutorat et j'aide jusqu'à 63 ans. Voilà. Il faut arrêter avec ces dates butoirs et tout. Mais en France, il y a un état d'esprit, c'est à se demander si on peut seulement envisager d'en changer. alors oui, alors pour finir avec la retraite, après on va parler de quelque chose de très important sur l'épargne. Mais pour venir à la retraite, moi je suis pas du tout, je ne crois pas à la retraite par répartition parce que je trouve que c'est une pyramide de Ponzi et que qu'on vous dise 60, 62, 64, tout ça c'est reculer pour mieux sauter et c'est un peu ce que je voulais dire, c'est-à-dire que on n'aura pas d'autre choix que de retarder tout le temps l'âge de départ à la retraite, simplement parce qu'il n'y a pas assez d'actifs par rapport aux retraités, que ça va pas du tout aller en s'arrangeant et que du coup, eh bien, la retraite pour moi c'est des faux droits. Donc je suis contre ce système de retraite. Je pense qu'on devrait à la limite assurer une retraite minimum à tout le monde et après chacun se débrouille et fait de la capi de son côté pour s'en sortir. Mais bon, c'était pour Alors, mieux expliquer à ce la qui a été mal Dubaïote pensé. ou à la singapourienne? Oui, 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 mais voilà, il y a un minimum, donc on le fixe, quel est le minimum pour que quelqu'un vive décemment, et puis le reste, c'est à lui de se débrouiller, parce que, très honnêtement, le système des retraites tel qu'il existe aujourd'hui,
S'il était fait par une entreprise privée, le patron de l'entreprise privée serait en tôle. Et c'est arrivé, les patrons d'entreprises privées qui ont fait ça s'appellent Ponzi et Madoff. Et tous les deux se sont retrouvés en tôle. Madoff a encore, je crois, 91 ans de prison à faire. Donc Oui. voilà. Maintenant, il les fera du fond de sa tombe. Hein. Oui, je pense que là, je sais pas si on relâche le cercueil ou pas. Mais Voilà. c'est vous dire, voilà, c'est des trucs qui ne peuvent pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Mais voilà, ça a été mis en place en 41. Alors on vous dit, oui, conseil, mais je vais arrêter avec les retraites. Mais on vous dit Conseil national de la résistance, pas du tout. Le régime par répartition, c'est Pétain en 1941. Mais comme ça ne serait pas acceptable, comme ça ne serait pas acceptable de le dire, on vous dit Conseil national de la résistance, non, c'est Pétain en 41. Pour une seule raison, c'est qu'avant, ça marchait par des fonds de capitalisation en France, comme dans la plupart des pays d'ailleurs. Ça marchait par des fonds de capitalisation, mais en pleine guerre, Pétain a besoin du fric. Donc, il fait razzia sur tout l'argent qui est en capi. À ce moment-là, on lui dit, mais OK, mais comment on fait vivre les retraités? Il dit, ceux qui travaillent cotisent pour les retraités. On prend l'argent à ceux qui travaillent, on le donne aux retraités. Et c'est comme ça qu'est née la retraite par répartition sous Philippe Pétain en 1941. Voilà. Bon, mais je coupe court parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais un point, moi, qui me semblait très intéressant et que tu développes, et c'est vrai qu'on en a entendu un peu parler, ça serait une idée qu'a l'État pour, en fait, carrément piquer notre épargne, entre guillemets, c'est-à-dire venir récupérer de l'argent que vous avez, vous, en épargne, et s'en servir bien généreusement sous des prétextes variés et probablement sous un emprunt plus ou moins obligatoire, quelque chose qu'on a déjà connu en France et qui permettrait à l'État de mettre vos sous-sous dans sa poche sans que vous en aperceviez du tout. Tu développes un peu cette idée que tu avais? Oui, cette idée, elle a commencé à hanter les rédactions. C'était la fuite, ballon d'essai, bien sûr, tout le monde avait compris. Quel est le degré d'acceptabilité d'un nouvel emprunt quasiment obligatoire qui dirait pas son nom? Il y aura peut-être une carotte fiscale à la souscription, peut-être une défiscalisation des revenus, etc. Mais en réalité, l'argent qui dort, ça n'existe pas. Il dort sur le livret A, il dort sur des comptes épargne retraite, les PERP, c'est de l'argent effectivement pas très actif puisqu'il est placé en emprunt d'État. Donc oui, c'est assez pépère. Donc on peut dire qu'il dort. Mais cet argent est placé. Donc de quel argent parle-t-on quand on dit on va faire travailler l'argent qui dort? Mais quel est l'argent qui dort? Il n'y en a pas en réalité. On va faire quoi? On va ratisser les quelques centaines d'euros sur le compte courant, le plan d'épargne du petit dernier, le CEL. Enfin non, ça n'a pas de sens. Sur quel argent espère-t-on mettre la main? En réalité, c'est de l'argent qu'on va créer, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va créer un emprunt auquel vont souscrire des gens qui ont déjà un petit peu d'argent, j'imagine. En tout cas, plus que ceux dont le dernier euro est investi dans un livret A, dans de l'assurance vie, etc. Parce que si vous dites aux gens, allez, souscrivez notre nouvel emprunt, il est beau, il sent bon, etc. Bon, moi, je vais revendre un peu de mes SICAV obligataires, d'argent qui dort. Mais qui c'est qui va les acheter, mes bons du trésor, si moi je les sors de mon assurance vie ou de mon plan d'épargne retraite? Donc, en réalité, on va ouvrir un emprunt pour des gens qui ont effectivement des liquidités disponibles. Voilà. Et je pense que là, le profil correspond peut-être davantage à celui de Monsieur BlackRock, qu'au Français qui a du mal à mettre de l'essence dans son réservoir pour aller bosser,
ou chauffer toutes les pièces, ou faire 2 repas sur 3 ou un repas sur 3, celui-là, il a plus de sous. Donc ce grand emprunt, en réalité, ça va consister à créer de l'argent à partir de rien, qui va nous être avancé par des gens qui en ont peut-être beaucoup, et cet emprunt sera gagé effectivement sur l'épargne ou le patrimoine financier non réalisé des Français, parce qu'ils ont aussi de l'immobilier. Donc on peut considérer que c'est aussi du patrimoine réalisable. Mais je me dis, quel est l'argent qu'on va faire travailler de façon active et qui n'est pas déjà aujourd'hui investi dans la dette française? Oui, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup, notamment Bruno Le Maire, enfin maintenant le regretté Bruno Le Maire, puisqu'il n'y est plus, mais parce qu'il nous aura quand même fait rire pendant 7 ans, donc quelque part on va le regretter. Mais Bruno Le Maire disait, oui, il y a 6 000 ou 7 000 milliards d'euros des Français qui dorment et il faut absolument que l'État les récupère pour pouvoir faire des investissements. Parce qu'évidemment, vous êtes des imbéciles. Hein, de 6 000 milliards, c'est même plus de 2 fois le PIB français. Oui, c'est ça. Je ne sais pas d'où il sort. Il y avait autant d'argent sous leur matelas qui dormait. Et voilà. Et Bruno Le Maire trouve que les Français sont des imbéciles incapables de placer leur argent et que lui, y arriverait beaucoup mieux. Et donc, il disait, bah, je vais prendre cet argent, puis je vais le placer moi, parce que moi, je suis un génie, je suis très fort, vous avez vu ce que j'ai fait avec la France, je vais sûrement y arriver avec votre épargne aussi. Et donc, c'était un peu l'idée. Mais effectivement, comme le disait Philippe, cet argent, il est placé, c'est-à-dire que les gens, ils ont soit placé cet argent en actions, et dans ce cas, c'est placé en actions, soit il est placé sur des livrets qui effectivement rapportent peu, mais qui servent à financer quand même des choses, comme le logement social ou notre triste État. Et du coup, c'est 7 000 milliards. Je n'arrive pas à savoir si le gouvernement en rêve, en se disant, il y en a encore sous le pied, on peut encore leur en piquer, ou s'il jette ça uniquement à la face de certaines personnes en se disant, bah, comme ça, on peut faire croire qu'on est encore solvable. Et je pense que j'ai trouvé la solution. Ah. Et elle est sur le bout de ta langue, j'en suis certain. Ça s'appelle en même temps. Ah oui. Donc, en même temps, il y a 6 ou 7 000 milliards qui sont placés en bons du trésor et autres produits d'épargne un petit peu somnolents. Et en même temps, cet argent est disponible. C'est ça. C'est le double impact de l'argent. C'est probablement un en même temps. Non, mais c'est curieux de les entendre parler de ça. Mais ils en parlent de plus en plus et ça devient... je commence à craindre très fortement pour mon épargne. Je trouve qu'on va vraiment... Enfin voilà, il y a un gros risque sur l'épargne actuellement, sur le capital que vous avez. Et parce qu'il y a... Ah oui, bah, il y a aussi Christine Lagarde. Bon, l'émission est un peu décousue, mais tant pis. Mais pour les gens qui ne l'ont pas entendu, Christine Lagarde, il y a 1 an, disait, bon, la dette, c'est pas très grave, il suffit de piquer 10% à tout le monde. Donc la solution de la patronne de la BCE pour l'État français, c'est, écoutez, prenez 10% de tout ce qu'ont les Français en une fois. Tac! Vous leur chopez sur leur livret A, sur leur assurance vie, tac! L'État prend 10%, c'est pour lui, votre argent est en lui, est à lui, pardon. Et puis, vous pourrez toujours essayer de faire une révolution si vous voulez, mais ça m'étonnerait que ça marche. Donc, voilà, c'est un peu l'idée qu'a Christine Lagarde. Elle l'a dit très officiellement, hein, c'était totalement officiel. Et donc, je suis inquiet pour mon capital parce que 10%, ça me paraît énorme. Mais je les sens bien capables d'essayer de m'en piquer un peu. Et je suis extrêmement inquiet sur les revenus de ce capital, que ce soit des dividendes ou des intérêts, etc. Surtout les dividendes et puis les intérêts d'emprunt, puisque c'est effectivement ça qui peut constituer un complément de revenu. D'ailleurs, c'est à ça que sert un plan d'épargne sous forme d'assurance vie. C'est obtenir un complément de revenu au travers d'instruments pas très risqués. Et plus on vieillit, moins on prend évidemment de risques. Et donc là, la fiscalité,
je pense que les 30% de plafond ont vécu. Mais ce qui est incroyable, c'est que 30%, c'est déjà énorme par rapport à ce qui se pratique dans les autres pays. Et je parle pas du Royaume-Uni, ou je parle pas de l'Italie, où le régime pour les actions, et notamment les stock options, est beaucoup plus favorable. C'est-à-dire qu'on a déjà un des régimes les plus confiscatoires à 30%, et on se dit que finalement, comme c'était une injustice par rapport aux pauvres qui se sont encore bien plus appauvris depuis 7 ans sous Macron, je pense que c'était pas beaucoup mieux sous Hollande, hein. Je veux même pas incriminer totalement Monsieur Macron, mais la paupérisation des classes moyennes, elle date en fait de 2000 et de l'euro. Bon, c'est un autre débat, mais c'est vrai que la paupérisation des classes moyennes s'est franchement accélérée depuis 7 ans, où le creusement des écarts en faveur des riches et des ultra riches, avec une fortune multipliée par 5 hein, pour les milliardaires français en 7 ans, c'est juste colossal quand même. Voilà. Donc il y a effectivement une forme d'injustice et les 30% ont effectivement favorisé. Donc puisqu'il y a eu des favorisés, les favorisés maintenant on va leur présenter l'addition au nom de la justice sociale, du modèle social, de tout ce qu'on veut. Mais attendez-vous à voir effectivement vos plus-values boursières ou vos revenus de portefeuille. Revenu du capital, oui. Donc c'est pour ça que le rapport qu'on vous présente, il y a quelques astuces pour essayer de réduire au maximum l'impact de l'imposition sur les plus-values. Alors il n'y a pas de solution miracle, s'il y en avait, ça se saurait, mais au moins il y a des choses à faire et qui vont rien changer à l'état d'esprit de l'État, à sa rapacité, mais bon, au moins vous allez peut-être réussir à en sauver un petit peu. Voilà, c'est l'idée. Eh ben, je vous rappelle donc, merci donc Philippe Béchade. Je vous rappelle que si vous voulez télécharger ce rapport donc des éditions Agora sur comment faire face à la taxeflation. La taxe foncière, par exemple, il faut aussi le dire, ça fait partie du dossier sur les taxes foncières. Il y a des choses à tenter. Enfin voilà, il y a toute, on va dire, il y a une boîte à outils. Voilà. Et ça ne peut qu'atténuer au moins un petit peu les conséquences de ce qui arrive. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est que la boîte à outils avec Barnier, ça va arriver avec le sourire et la bonhomie, au lieu des invectives contre les Français qui ont trop dépensé, qui vivent au-dessus de leurs moyens, etc., etc. Et donc la boîte outils est gratuite, donc vous n'hésitez pas, vous allez dans la description de la vidéo, vous cliquez et vous pourrez télécharger ce guide qui est totalement gratuit. En tout cas, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.